Aujourd'hui, on va parler de transpiration parce que c'est de saison. Dans le désert du Sahara, les Touaregs ont longtemps transporté leur eau dans des outres fabriquées en peau de chèvre. En tamashek, on les appelle notamment des agadoud, en arabe des guerbas. Et ces outres ont une propriété assez étonnante. Même lorsqu'il fait extrêmement chaud, l'eau qu'elles contiennent peut rester sensiblement plus fraîche que l'air extérieur. Pourtant, évidemment, il n'y a ni glace, ni batterie, ni panneau solaire caché dans la peau de chèvre. Le secret, c'est que l'outre n'est pas totalement étanche. Une infime quantité d'eau traverse la peau, humidifie sa surface, puis s'évapore au contact de l'air chaud et sec du désert. Et pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, cette eau doit absorber de l'énergie, de la chaleur. Résultat, elle prélève cette chaleur sur l'outre et sur l'eau qui se trouve à l'intérieur. Et l'eau refroidit. C'est ce qu'on appelle le refroidissement par évaporation. Et si je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une vieille outre en peau de chèvre, c'est parce que vous êtes vous-même une sorte de gourde touareg sur pattes. Voilà. Et donc, si un jour quelqu'un vous traite de gourde, répondez-lui simplement que vous n'êtes pas n'importe quelle gourde, vous êtes une gourde touareg, et c'est pour ça que vous êtes si cool. Bref, tout ça pour dire que notre transpiration fonctionne exactement selon le même principe. Mais alors, pourquoi transpirons-nous ? À quoi ça sert, biologiquement, de transpirer ? On considère parfois la transpiration comme un problème, quelque chose qu'il faudrait combattre, masquer, empêcher. Mais, biologiquement, transpirer n'est absolument pas un défaut. Au contraire, c'est même l'une des caractéristiques qui ont fait de nous l'animal que nous sommes. Vous, moi, n'importe quel être humain possède plusieurs millions de glandes sudoripares. Et nous sommes particulièrement bien équipés en glandes écrines. Ces minuscules glandes présentes presque partout sur notre peau et spécialisées dans la thermorégulation. Lorsque notre température augmente, elle sécrète principalement de l'eau et des électrolytes, c'est-à-dire de l'eau chargée en sels minéraux, surtout du sodium et du chlorure. Ces sels minéraux sont indispensables au bon fonctionnement des nerfs et des muscles et participent aussi à l'équilibre de l'eau dans notre organisme. Mais quand on transpire, on perd une partie de ces électrolytes et de l'eau. Cette eau arrive sur la peau, elle s'évapore et, exactement comme sur l'outre touareg, cette évaporation emporte avec elle de la chaleur. Voilà pourquoi nous transpirons quand nous courons, quand nous travaillons physiquement, quand il fait très chaud, notre corps ne fuit pas, il allume simplement son propre système de climatisation. Et cette climatisation a probablement joué un rôle considérable dans notre évolution. Il y a environ 2 millions d'années, avec les premiers représentants du genre Homo, et notamment Homo erectus, notre anatomie commence à présenter toute une série d'adaptations particulièrement intéressantes pour la course d'endurance. Des jambes plus longues, un corps capable de courir efficacement, de moins en moins de poils et, surtout, une capacité exceptionnelle à évacuer la chaleur en transpirant. En 2004, les chercheurs américains Denis Bramble et Daniel Lieberman ont consacré dans la revue Nature une étude devenue célèbre à cette idée. Nous sommes anatomiquement remarquablement bien équipés pour courir longtemps. Et cela a pu donner à nos ancêtres un avantage adaptatif assez extraordinaire. Parce que imaginez une antilope poursuivie en pleine chaleur. Elle est beaucoup plus rapide que nous.
Aucun Homo erectus ne gagnera un 100 mètres contre elle. Le problème pour l'antilope, c'est qu'elle est couverte de poils et que, comme beaucoup de mammifères, elle évacue notamment sa chaleur en haletant. Or, courir produit énormément de chaleur. Face à un prédateur rapide, comme des lions ou même mieux des guépards, pour le réchauffer, il lui suffit de taper un sprint, et puis le gros chat est fatigué, elle est fatiguée aussi, mais elle est toujours en vie. Tout ce petit monde a surchauffé et doit se reposer pour reprendre son souffle, pour faire baisser leur température. Mais, face à un prédateur qui ne court pas vite, mais qui court longtemps, ça change la donne. Au bout d'un moment, si l'antilope ne parvient plus à évacuer sa chaleur suffisamment vite, sa température corporelle augmente, ses performances diminuent et elle doit ralentir, s'arrêter ou chercher de l'ombre. Nous, pendant ce temps-là, nous pouvons continuer à avancer tout en transpirant. Pas plus vite, mais plus longtemps. C'est le principe de ce qu'on appelle la chasse à l'épuisement. Poursuivre un animal, le retrouver lorsqu'il prend de l'avance, le faire repartir encore et encore jusqu'à ce que l'accumulation de chaleur et de fatigue finisse par tourner à l'avantage du chasseur. On ne peut affirmer qu'Homo erectus chassait systématiquement de cette façon, mais cette hypothèse fait partie des explications proposées pour comprendre pourquoi la capacité à courir longtemps et à éliminer autant de chaleur est devenue si importante dans notre lignée. Et cette technique n'appartient pas uniquement à la préhistoire. Dans le Kalahari, certains chasseurs San, notamment parmi les Ngui et les Ngo, ont pratiqué, et pratiquent encore, cette forme de chasse à l'épuisement. Et ce n'est pas seulement quelque chose qu'on connaît grâce aux récits ethnographiques. Le Français Léo Urban est allé lui-même chasser de cette manière avec des chasseurs San du Kalahari il y a 2 ans. Il en a tiré une super vidéo que je vous mets d'ailleurs en lien dans la description de cet épisode si vous voulez voir concrètement à quoi ressemble une chasse à l'épuisement avec les San. Et quand notre propre système de refroidissement ne suffit plus, nous aussi, nous rencontrons exactement le même problème que notre proie. Notre température interne augmente, nos performances chutent et, si ça continue de monter, ça peut devenir très dangereux. La transpiration n'est donc vraiment pas un petit défaut embarrassant apparu par hasard sous nos aisselles. C'est probablement l'un des outils qui ont permis à nos ancêtres de rester actifs là où d'autres animaux commençaient à surchauffer. Bref, pendant que nous essayons depuis 1 siècle de ne surtout pas transpirer sous les bras, quelques millions d'années d'évolution ont consacré énormément d'efforts à nous rendre excellents dans ce domaine. Ok, mais concrètement, comment ça marche ? En simplifiant, il faut retenir 2 grands noms. Il y a donc les glandes écrines, dont je viens de parler, et il y a les glandes apocrines. Les premières sont extrêmement nombreuses. Elles sont réparties un peu partout sur la peau et leur fonction principale est de nous refroidir. Les secondes sont surtout concentrées dans certaines régions, les aisselles par exemple, ainsi que la région génitale. Et, détail intéressant, elles deviennent véritablement actives à la puberté, ce qui explique en partie un phénomène que tous les parents d'adolescents connaissent. Un enfant de 8 ans peut courir pendant des heures, être trempé de sueur et sentir relativement peu des aisselles. Alors que, quelques années plus tard, disons que l'expérience olfactive peut devenir différente. Parce que les sécrétions apocrines sont plus riches en molécules organiques, notamment en lipides et en protéines. Et c'est là qu'entrent en scène les véritables responsables de cette histoire de mauvaise odeur, les bactéries. Donc, rassurez-vous, c'est pas vous qui sentez mauvais. La sueur fraîche est généralement très peu odorante. Ce qui produit l'odeur caractéristique des aisselles, c'est surtout ce qui se passe après. Comme on l'a déjà expliqué dans l'épisode 5 intitulé « Se laver à la rivière », votre peau abrite tout un écosystème, un microbiote, et dans vos aisselles vivent notamment des bactéries appartenant à des genres comme Staphylococcus et Corynebacterium. Voilà, vous y penserez la prochaine fois que vous croiserez une corine. Ces bactéries se nourrissent en quelque sorte de certaines molécules présentes dans nos sécrétions. Elles les absorbent, elles les utilisent dans leur métabolisme et, ce faisant, elles les transforment. Elles produisent alors différentes molécules volatiles, acides gras,
composés soufrés, appelés notamment thioalcool, et toute une petite parfumerie biochimique dont le résultat final n'est malheureusement pas vraiment proche du Chanel numéro 5. Du coup, peut-on dire que l'odeur de transpiration, c'est à cause du caca des bactéries ? Alors, pour faire marrer quelqu'un à la machine à café, ouais, vous pouvez, mais pour un cours de biologie, vaut mieux éviter. Ce sont plutôt des produits de leur métabolisme. Il faut voir ces bactéries comme de minuscules usines chimiques installées sous vos bras. Vous leur fournissez les matières premières, elles les transforment, et certains produits qui sortent de l'usine sentent mauvais. Voilà pourquoi deux personnes qui transpirent autant peuvent avoir des odeurs très différentes. Composition de la sueur, microbiote, génétique, alimentation, hygiène, vêtements, tout peut intervenir à des degrés différents dans le processus. Tiens, d'ailleurs, les vêtements jouent un rôle très surprenant. On a pris comme cobaye des gens qui font du spinning. Alors, vous savez, le spinning, c'est ces gens qui font du vélo d'appartement comme s'ils partaient en guerre ou qu'ils allaient prendre d'assaut une rave party. Bref, cette expérience menée sur des t-shirts portés pendant une séance de spinning a montré qu'après incubation, les vêtements en polyester développaient en moyenne une odeur plus intense et moins agréable que ceux en coton, et avec également des communautés bactériennes différentes. Autrement dit, c'est même pas vous qui puez, c'est votre t-shirt. Ok, mais qu'en est-il de la transpiration due au stress ? Parce que, oui, détail intéressant, nous ne transpirons pas uniquement parce que nous avons chaud. Une émotion forte, la peur ou le stress peuvent également déclencher une sudation. Et aux aisselles, les glandes apocrines participent particulièrement à cette réponse émotionnelle. Plus étonnant encore, notre odeur semble transporter certaines informations sur notre état émotionnel. Des chercheurs ont par exemple recueilli de la sueur sur des personnes confrontées à une situation stressante, puis l'ont présentée à d'autres individus. Sans savoir ce qu'ils respiraient, ces derniers présentaient des réactions cérébrales et comportementales différentes de celles observées avec de la sueur produite pendant un simple exercice physique. D'ailleurs, une méta-analyse portant sur 26 études conclut qu'il existe bien, chez l'être humain, une transmission mesurable de signaux liés à la peur, au stress ou à l'anxiété par l'odeur corporelle. Donc, lorsque l'on dit que quelqu'un peut sentir votre peur, c'est pas uniquement une métaphore. Cela dit, inutile de vider 3 bombes de déodorant avant votre prochain entretien d'embauche, vous n'allez pas devenir émotionnellement invisible. Et c'est là qu'arrive une autre question. À partir de quand avons-nous décidé qu'un humain ne devait plus sentir l'humain ? Parce que notre rapport aux odeurs est aussi et surtout lié à notre culture. On raconte souvent que Napoléon aurait écrit à Joséphine depuis une campagne « Ne te lave pas, j'arrive ». La phrase est probablement apocryphe, on ne la retrouve pas dans sa correspondance authentifiée, mais elle est intéressante parce qu'elle illustre parfaitement une chose. Une odeur corporelle qui nous paraît aujourd'hui devoir absolument être éliminée pouvait aussi être associée à l'intimité, au désir et à l'attirance sexuelle. Ce qui est aujourd'hui vendu comme mauvaise odeur n'a pas toujours été perçu de la même manière en fonction des époques et des contextes. Et l'histoire n'est pas une simple progression allant d'une préhistoire où tout le monde puait le fennec vers une civilisation moderne merveilleusement parfumée. Dans l'Égypte ancienne, l'hygiène corporelle et les parfums occupaient déjà une place très importante. Chez les Romains, les bains faisaient partie intégrante de la vie sociale et du soin du corps. Mais, au cours des 2 derniers siècles, dans les sociétés occidentales, quelque chose change progressivement. On ne cherche plus seulement à sentir bon, on cherche de plus en plus à ne sentir rien. Et l'industrie va évidemment comprendre qu'il existe là un marché formidable. En 1888, apparaît aux États-Unis Mum, considéré comme le premier déodorant commercial moderne. C'est une crème cireuse que l'on applique directement sous les bras. Pour vous donner une idée, ça ressemble un peu à une texture de crème Nivea. Puis, en 1903, arrive Everdry, l'un des premiers antitranspirants commerciaux. Mais les débuts sont difficiles.
Le truc marrant, c'est qu'à l'époque, beaucoup de consommateurs considèrent ces produits comme inutiles. Et comme toujours, quand on veut vendre quelque chose qui n'intéresse personne, il faut créer le besoin. C'est pour ça qu'au début du XXe siècle, la publicité commence alors à associer progressivement transpiration, mauvaise odeur et échec social. Vous pourriez être élégant, intelligent, charmant, mais peut-être que vos collègues parlent de vos aisselles quand vous quittez la pièce. Et soudain, vous avez besoin d'un déodorant. Un siècle plus tard, le produit nous paraît tellement évident qu'on oublie qu'il a fallu convaincre nos arrière-arrière-grands-parents de l'acheter. Tiens, mais d'ailleurs, déodorant ou antitranspirant ? Bah oui, parce que c'est pas pareil. Et les deux termes ne veulent pas dire la même chose. Comme son nom l'indique, un déodorant s'attaque principalement à l'odeur. Il peut limiter le développement bactérien, modifier le milieu dans lequel vivent les bactéries, absorber certaines molécules ou simplement ajouter un parfum. Mais avec un déodorant, vous continuez à transpirer. Alors qu'un antitranspirant, lui, cherche à réduire la quantité de sueur qui arrive à la surface de la peau. Pour cela, les produits conventionnels utilisent généralement des sels d'aluminium qui forment temporairement une obstruction dans les conduits des glandes sudoripares. Alors en spray, billes, stick, gel ou crème, ça c'est essentiellement pour le conditionnement. Mais l'important c'est surtout ce qu'il y a dedans et ce que l'on souhaite obtenir. Alors que faut-il choisir ? Parce que entre les déodorants, les antitranspirants, les pierres d'Alain, les produits naturels et ceux qui promettent de vous garder au sec pendant 24, 48, 72 heures ou même 127 heures si vous êtes James Franco, on peut légitimement se demander ce dont on a réellement besoin. Alors première possibilité, l'antitranspirant. C'est le produit à choisir si votre problème principal n'est pas l'odeur mais réellement la quantité de transpiration. Une journée particulière, une tenue sur laquelle vous voulez absolument éviter les auréoles, une activité professionnelle où ça peut devenir très gênant, ou, évidemment, si vous transpirez de façon anormalement importante. C'est ce qu'on appelle l'hyperhidrose. D'ailleurs, dans les cas d'hyperhidrose, les antitranspirants font partie des premiers traitements proposés par les dermatologues. La plupart fonctionnent grâce à des sels d'aluminium qui réduisent temporairement la quantité de sueur arrivant à la surface de la peau. Tiens, et puisqu'on parle d'aluminium, il faut s'arrêter 30 secondes sur ce sujet, parce que il a fait couler énormément d'encre, notamment autour d'un éventuel lien entre les antitranspirants et le cancer du sein. À ce jour, ce lien n'a pas été démontré. Le National Cancer Institute américain indique que les études disponibles n'ont pas établi d'augmentation substantielle du risque de cancer du sein lié à l'utilisation de ces produits. Et en Europe, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a de nouveau évalué le sujet en 2024 et considère les composés d'aluminium étudiés comme sûrs, aux concentrations et dans les types de produits prévus. Mais pourquoi la question ne s'arrête pas là ? Pourquoi la question ne s'arrête pas à « est-ce dangereux ?» Elle est aussi « est-ce que j'en ai réellement besoin ?» Parce que une absence de danger démontrée ne transforme pas automatiquement un produit en quelque chose d'indispensable. Si vous transpirez normalement, pourquoi chercher systématiquement à bloquer une fonction physiologique qui fonctionne exactement comme elle devrait fonctionner ? Deuxième possibilité, le déodorant. Si votre problème n'est pas la quantité de transpiration elle-même, mais simplement son odeur, utiliser un déodorant, ça paraît déjà beaucoup plus logique. Il ne cherche pas nécessairement à empêcher votre corps de produire de la sueur, il agit plutôt sur les bactéries responsables des odeurs, sur les molécules qu'elles produisent ou tout simplement en ajoutant du parfum. Vous continuez donc à utiliser normalement votre système de refroidissement et si vous avez ponctuellement besoin de vous sentir plus tranquille pendant une longue journée, un rendez-vous galant, une cérémonie ou une situation professionnelle particulière, alors oui, pourquoi pas un déodorant. Mais attention toutefois, les dermatologues identifient effectivement les parfums des déodorants parmi les causes possibles de dermatite. Ils recommandent plutôt les produits sans parfum pour celles et ceux qui ont une peau sensible.
Troisième possibilité, les alternatives dites naturelles. Pierre d'Alain, bicarbonate, huiles essentielles, déodorants solides artisanaux, là encore, prudence et prudence avec les mots. Naturel ne signifie pas automatiquement meilleur, plus doux ou sans risque. Prenons justement la fameuse pierre d'Alain. Elle est souvent présentée comme une alternative naturelle au déodorant contenant de l'aluminium. Sauf que la pierre d'Alain traditionnelle est elle-même constituée de potassium alum, un sulfate contenant notamment de l'aluminium. Donc naturel peut-être, sans aluminium, non. Cela ne signifie pas qu'une pierre d'Alain et un antitranspirant conventionnel du commerce soient exactement la même chose. Les composés, leurs propriétés et leurs utilisations sont différents. Mais cela rappelle une règle assez importante. Ne jugez pas un produit uniquement sur les mots écrits en gros sur l'emballage. Naturel n'est pas une garantie, pas plus que le terme chimique n'est synonyme de dangereux. Et enfin, quatrième possibilité, ne rien mettre du tout. Et c'est sans doute la meilleure option et la plus safe. Eh oui, parce que pour une grande partie de la population qui ne souffre ni d'hyperhidrose ni d'un problème particulier d'odeur corporelle, il existe une solution extraordinairement sophistiquée, l'hygiène. Et oui, se laver régulièrement, insister sur les zones qui produisent facilement des odeurs, les aisselles, les pieds, les parties intimes, les plis, prendre une douche après une activité physique importante ou lorsqu'on a beaucoup transpiré, utiliser un savon ou un gel lavant suffisamment doux pour ne pas décaper inutilement la peau, bien se sécher, éviter les tissus synthétiques, porter des vêtements propres et les changer lorsqu'ils sont imprégnés de transpiration, plutôt que de vider une demi-bombe de déodorant dessus. Et avec cette routine extrêmement compliquée, pour beaucoup de gens, ça suffit. Alors, je vais volontairement pas vous donner un chiffre du genre « cette méthode s'applique à 90% de la population » parce que, à ma connaissance, personne n'a réalisé une grande étude demandant à des milliers de personnes si elles pouvaient vivre sans déodorant et juste avec une bonne hygiène. On sait en revanche que la transpiration pathologiquement excessive, donc l'hyperhidrose, ne concerne qu'une minorité de la population, même si les estimations varient beaucoup selon les études et les pays. Donc, le principe néo-chasseur-cueilleur est finalement très simple. Commencez par le minimum. Si une bonne hygiène suffit, ne mettez rien. Et si les odeurs deviennent vraiment gênantes, essayez éventuellement un déodorant. Si c'est réellement la quantité de transpiration qui vous pose problème, un antitranspirant peut avoir son utilité. Et si vous transpirez énormément au point que ça affecte votre travail, votre sommeil ou votre vie sociale, alors le problème mérite peut-être autre chose qu'un produit toujours plus puissant acheté au supermarché. Ça peut être une hyperhidrose et dans ce cas, il vaut mieux en parler à un médecin. Mais pour les autres, acceptez tout simplement de transpirer. La transpiration, c'est pas un dysfonctionnement à éliminer, c'est un système de refroidissement extrêmement performant que quelques millions d'années d'évolution ont perfectionné. Donc, la prochaine fois que vous verrez une goutte de sueur couler sur votre front, plutôt que de vous dire « merde, je transpire », vous pourrez vous dire au contraire « magnifique, mais quelques millions de petites gourdes Touareg fonctionnent parfaitement ». Je suis pas certain que ce soit beaucoup plus séduisant, mais au moins c'est scientifiquement plus intéressant. Et il y aurait énormément de choses encore à raconter autour de ce sujet, à propos des parfums, des odeurs sexuelles, de l'alimentation, encore une fois de l'hyperhidrose, du microbiote de la peau, ou encore de ces nouveaux gels douche 2 en 1 qui nettoient et font aussi déodorant. Parce qu'on pourrait se demander ce qu'ils font exactement. Et d'ailleurs, est-ce qu'en voulant contrôler les bactéries responsables des mauvaises odeurs, on risque pas aussi de modifier celles dont notre peau a besoin ? Et jusqu'où est-il vraiment utile de vouloir supprimer notre odeur naturelle ? On reviendra prochainement sur ces questions, donc si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si vous avez des questions sur tout ce dont on vient de parler, n'hésitez pas à me les envoyer, le répondeur Néo-Chasseur-Cueilleur est là pour ça, le lien est dans la description. Et je garderai toutes vos questions pour notre prochain épisode des questions autour du feu, et l'épisode aura lieu probablement fin septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu et si vous voulez connaître un bonheur infini, pensez à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un like sur YouTube.
Le podcast Néo Chasseur-Cueilleur est disponible tous les mercredis soirs sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast, enfin quand tout se passe bien, et tous les vendredis sur YouTube. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.